Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-François Fallacher. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama, directeur général de Telsat, deuxième opérateur mondial de satellites en orbite basse qui est coté à la Bourse de Paris sur le SBF 120. Vous êtes en train de réaliser une nouvelle tranche d'une augmentation de capital qui est prévue depuis l'été, c'est ça, hein? Oui. Pour 670 millions d'euros. Juste, ça se présente bien entre ce qui a été souscrit, ça se finit dans quelques jours d'ailleurs, non, l'appel au marché, écoutez, oui, ça se présente bien. C'est pas une nouvelle augmentation de capital parce que c'est une tranche. Quand on vous écoute, on a l'impression qu'on en a fait plusieurs avant. Donc c'est une augmentation de capital, une augmentation de capital très importante d'1,5 milliard qu'on a annoncé donc en juin de l'année passée et qu'on est en train de réaliser, d'exécuter. Et effectivement, elle s'est déroulée en 2 temps. Voilà. Donc, un premier temps qui a été réservé à nos actionnaires stratégiques. Donc nos actionnaires stratégiques, je le rappelle, c'est l'État français, l'État anglais, le groupe ArcelorMittal, CMA-CGM et le FSP, qui ont réalisé une première tranche. À hauteur de 800 millions. 800 millions, un peu plus de 800 millions. Et là, on rentre dans la tranche d'augmentation de capital pour l'ensemble des actionnaires. Donc c'est la deuxième tranche, quoi. Voilà, certainement vos spectateurs, vos auditeurs, c'est la deuxième tranche qui est ouverte à tous les actionnaires et qui se fait sous la forme d'émission d'un droit préférentiel de souscription, dont j'imagine on va parler, qui est ouvert donc à tous les actionnaires qui possèdent des actions de Telsat. Et les petits porteurs, c'est combien? 20% du capital? Alors, les petits porteurs, c'est très important chez Telsat. Donc, nous avons, au-delà de nos actionnaires stratégiques dont je viens de parler, on a à peu près 29-30% de notre capital qui est coté, qui est en bourse. Et on estime, parce que vous savez, tout ça c'est fluctuant, mais on estime qu'un tiers de ce flottant est de l'actionnariat, ce sont des petits porteurs. Donc c'est effectivement très important pour nous. Et le prix est attractif pour eux? Alors le prix est attractif puisque, vous l'avez vu, quand vous avez donc le mécanisme est suivant, quand vous possédez 11 actions Eutelsat actuellement, on va vous donner la possibilité d'acheter 8 actions Eutelsat à un prix très attractif d'1,35 €. Voilà. Elle cote l'action Eutelsat, j'ai regardé juste avant de venir, un peu plus de 2 €, 2,10 €. Voilà. Bon. Donc ça fera en tout 1,5 milliard d'euros de new money d'ici la fin de l'année. Et la question, c'est pourquoi faire? C'est donc pour accélérer, si j'ai bien compris, dans le déploiement de satellites en orbite basse. C'est ça. Aujourd'hui, il y a une constellation de 650. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Ils font le tour de la planète en moins de 2 heures, vos satellites. Exactement. J'ai appris ça. Je ne me rends pas compte, en fait. Ça me paraît peu, évidemment. Mais Alors, peut-être 2 mots quand même sur qui on est, Eutelsat, pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Donc, Eutelsat, on est une entreprise de satellites depuis plus de 45 ans. Donc, on opère, c'est-à-dire on rend des services avec des satellites depuis plus de 45 ans. C'était des satellites géostationnaires, donc des grosses bêtes technologiques qui sont à 36 000 km d'altitude, très très haut, et qui ont la caractéristique d'être stables par rapport à la planète. Bon. Ces satellites-là fournissent des services de vidéo, donc de la diffusion vidéo. Ils fournissent aussi de la connectivité Internet. Avec la petite difficulté, c'est que comme ils sont très hauts, la connexion Internet, elle a une caractéristique qu'on appelle de latence, c'est-à-dire la réactivité quand vous cliquez, pas assez rapide, qui est de l'ordre de 0,5, entre 0,5 et 1 seconde, qui n'est pas assez rapide pour certains usages, notamment le gaming, mais aussi tout ce qui est la télécommande d'avions, de drones, d'objets. Voilà. Donc on a acheté il y a 2 ans Telsat, cette constellation basse orbite, donc là les satellites sont à 1200 km d'altitude. Des constellations comme ça, il y en a 2 qui sont opérationnelles dans le monde, la nôtre et celle de notre concurrent Starlink. Oui, d'Elon et Musk. Comme ils sont très bas ces satellites, ils sont encore plus bas les leurs, ceux de Starlink. Les leurs sont un peu plus bas, ils sont à 650 km. Elle permet d'avoir des communications très haut débit partout sur le globe et avec une latence qui est très faible et donc qui permet tous les usages. Et c'est le marché le plus porteur. Et c'est le marché le plus porteur, c'est le marché qui est en forte croissance. Et donc cette augmentation de capital, effectivement, elle nous permet de pouvoir commander de nouveaux satellites, de pouvoir remplacer des satellites qui vont bientôt arriver en fin de vie et de renforcer cette constellation qui effectivement nous permet d'avoir ce type de service, et je le redis, partout sur la planète. Oui, après, on dit 650 satellites. Starlink, pardon de parler d'eux, mais c'est 8000 satellites en orbite basse. Le match, c'est David contre Goliath, non? Alors, ce que je vais vous dire, c'est que, sans vouloir être trop défensif, mais le nombre de satellites, c'est une chose, mais une antenne client donnée, une antenne plate donnée qu'on vend,
et c'est la même chose pour Starlink, elle communique avec un seul de ces satellites. Donc en fait, le nombre de satellites est lié en fait à la capacité totale de votre constellation et est lié aussi à la position dans votre orbite. C'est-à-dire qu'on comprend très bien que quand vous êtes un peu plus haut, ce qui est notre cas, vous avez une présence sur Terre qui est donc il n'y a pas besoin d'en avoir autant. Donc, c'est pas qu'il n'y a pas besoin d'en avoir autant, c'est en fonction de là où est votre orbite, vous avez besoin d'avoir plus ou moins de satellites. En fonction de la puissance de chacun de vos satellites, vous avez besoin d'en avoir plus ou moins. Et si l'argent n'était pas un problème pour vous, vous en auriez combien? Alors, écoutez, on en aurait plus certainement parce qu'on vendrait plus, mais l'argent n'est plus un problème pour nous puisqu'on vient de réaliser cette augmentation de capital qui va se terminer, qui va nous donner les financements nécessaires pour renforcer cette constellation. Combien de satellites en plus avec un On en gardera à peu près 650-700. On a encore beaucoup de place. Donc il y en a déjà 650. Oui, mais on va... Alors, j'ai oublié de vous dire que ces satellites, basse orbite, ont une particularité aussi, c'est qu'ils ont une durée de vie qui n'est pas tout à fait la même que ceux des satellites géostationnaires. Ils ont une durée de vie qui sont de l'ordre de 7 ans, qui sont plus courts. Au lieu de... Et donc la constellation, au lieu de 15 ans, 20 ans pour un satellite géostationnaire. Donc en fait, il va falloir en remplacer quelques-uns qui vont arriver en fin de vie. On anticipe ça de façon à ce que cette constellation, elle reste opérationnelle dans les années qui viennent. Eutelsat peut ou doit concurrencer Starlink, ou c'est pas le sujet? Alors, parce qu'il y a quand même un sujet de souveraineté. D'ailleurs, vous étiez auditionné hier par la commission des affaires économiques du Sénat. Et vous avez dit qu'il faut préparer l'avenir et ne pas dépendre des Américains, enfin des États-Unis et de la Chine. Et c'est vrai qu'on dit que c'est quand même le gros risque de l'accès aujourd'hui à l'Internet par satellite, c'est que les acteurs américains, ils sont devant nous, quoi. Alors, on a une constellation aujourd'hui qui fournit de l'accès Internet sur l'ensemble de la planète. Vous avez vu ce qui s'est passé en Ukraine. En Ukraine, Elon Musk a quand même décidé de couper les services dans le sud de l'Ukraine. Il l'a fait, il l'a vraiment fait. Il a ensuite une nouvelle fois menacé de le faire. Je pense que ça a révélé ce qu'était vraiment la souveraineté et la dépendance, qui restent des notions qui peuvent être un peu théoriques. On a vu ce que ça pouvait donner concrètement. Donc nous, on a cette constellation, cet objet extraordinaire technologique qui fonctionne, qui est opérationnel, avec la capacité de vendre des services partout dans le monde. Alors, on se concentre, nous, Eutelsat, sur le marché des très grandes entreprises, sur le marché des gouvernements et sur le marché qu'on appelle de la mobilité. Vous avez des besoins énormes dans les avions, notamment. Vous avez des besoins énormes dans le domaine du maritime aussi. Et donc, ce sont des marchés sur lesquels on est extrêmement compétitif. Vous n'irez pas, j'ai compris en creux, le marché du grand public. Vous le savez aussi, il va y avoir une autre constellation qui va être opérationnelle. On va voir quand elle a été annoncée. Amazon. Celle d'Amazon Leo, qui va lui aussi certainement, ils ont fait des annonces en ce sens, aller dans le grand public. Donc nous, on veut vraiment se concentrer. C'est bien fait Starlink, je ne sais pas si vous l'avez essayé, c'est quand même bien fait. On veut vraiment se concentrer sur ce qu'on sait faire, le marché des très grandes entreprises. Donc les entreprises, les gouvernements. Les gouvernements, les armées, il y a des besoins importants dans ce domaine-là, bien entendu. Et donc c'est le marché sur lequel on veut rester, on veut continuer à avancer. Je reviens à l'idée, bien sûr, il faut qu'il y ait une alternative européenne au monopole de Starlink dans cette connectivité spatiale. Ça, c'est un vrai sujet pour nous, Français et Européens. C'est un vrai sujet, c'est notre positionnement, et vous avez des barrières à l'entrée pour construire ce type de constellations qui sont énormes. Donc il va y avoir certainement une deuxième constellation américaine, peut-être il y en aura une chinoise. On restera la constellation européenne dans les années qui viennent, avant l'arrivée de la fameuse constellation Iris-Carré européenne qu'on est en train de constituer. Iris-Carré, c'est-à-dire, c'est quoi? Alors, Iris-Carré, c'est un projet européen dont nous sommes partie prenante. Nous avons gagné une concession dans le cadre d'un consortium qu'on a constitué avec nos collègues SES luxembourgeois et Hispasat espagnol. Ce consortium a gagné un appel d'offres qui a été gagné en décembre 2024, pour construire une constellation à l'horizon de 2030. Il y aura des caractères encore meilleurs. Mais ça paraît loin, 2030. 2030, c'est demain, dans le domaine du spatial. Non, mais vu à la vitesse à laquelle vont les Américains, c'est ça que je veux dire. C'est demain, je peux vous le dire, parce que construire des satellites, ça prend quand même un certain temps. Il faut ensuite les lancer, il faut trouver des lanceurs, il faut les mettre en orbite. Donc 2030, c'est demain. Et donc on travaille à cette constellation future qui sera la version, on va dire, plus élaborée de la constellation qu'on a aujourd'hui, qui permettra de rendre des services plus puissants, là encore une fois, qui sera une constellation planétaire. Avec un marché, il faut le dire, on aurait dû commencer par ça, Jean-François Fallacher, de la connectivité spatiale, qui est un marché qui est très porteur, marché qui devrait être multiplié par 5 dans les 7 prochaines années. C'est vous qui l'avez dit, donc je vous cite. Oui. Non, mais c'est dire que le marché, c'est colossal. Le marché est colossal. Donc je le redis, c'est un marché qu'on estime pour la partie entreprise
satellite B2B, qui est le segment sur lequel on est, à approximativement 11 milliards de dollars en 2033, en croissance de plus de 25% chaque année. Donc c'est bien ce marché-là sur lequel on veut. Et il est énorme parce qu'il est mondial. Voilà. On est ouvert, on a la capacité de vendre des services au moment où on parle, dans 180 pays du monde, et encore une fois, au-dessus des océans, dans les airs, pour les avions. Donc c'est la raison pour laquelle ce marché. L'occasion de donner des noms de clients dans le transport aérien. Vous avez beaucoup de compagnies aériennes, notamment américaines, dans vos clients aussi govies gouvernementaux. Il y a aussi le département américain de la défense. Ah, mais c'est intéressant de voir qu'il passe par un acteur français. Voilà, aussi, pas seulement évidemment. On a signé d'abord un énorme contrat avec le ministère de la Défense en France, avec la DGA. Oui, j'aurais pu commencer par ça. Voilà, donc on a signé un contrat d'1 milliard sur 10 ans, qui va viser à équiper, bien sûr, la défense française des services OneWeb, de nos services bas débit, qui va viser aussi à travailler sur ce qu'on appelle le durcissement de cette constellation, tous les aspects cyber sur lesquels on peut faire des choses plus avancées, tous les aspects de cryptage, et qui va aussi donner la possibilité à la défense française d'amener ce qu'on appelle des charges utiles complémentaires sur les satellites qu'on va lancer. Parce que là, on va lancer plus de 440 satellites dans les années qui viennent, à partir de l'année prochaine, pour renforcer notre constellation. On va pouvoir embarquer sur chacun de nos satellites ce qu'on appelle les charges utiles complémentaires. Donc c'est du hosting. Donc ça, c'est très intéressant pour ceux qui vont être hostés, parce que ça leur permet d'avoir des charges utiles en orbite à moindre frais par rapport à ce que vous deviez construire un satellite, trouver une fusée. Et nous, bien entendu, ça nous intéresse financièrement. Ça nous permet d'alléger la facture de nos satellites. Donc c'est le contrat qu'on a signé avec le ministère de la Défense. Et vous avez raison de le dire. Je finis. On a des contrats importants avec le ministère de la Défense, historiquement, alors qui étaient sur des satellites géostationnaires et qui sont américains, qui sont en train de basculer petit à petit sur des satellites OneWeb. Pour la petite histoire en particulier, quand le soldat américain qui est sur un champ d'opération à l'étranger appelle sa famille ou veut consulter l'Internet ou des choses comme ça, en fait, c'est avec des satellites Eutelsat qu'il le fait. Ouais. Il y a d'autres gouvernements, on pense notamment européens, vous parlez du ministère de la Défense, enfin en France, de la DGA et tout. Vous avez des contrats avec les Anglais, les Italiens Alors, historiquement, on a pas mal de contrats avec beaucoup de pays en Europe. C'est un marché naturel. Encore une fois, oui, c'est un marché assez naturel. Et puis on est en discussion avec beaucoup de gouvernements en Europe. Ça ne vous surprendra pas, l'Allemagne, la Pologne, la Suède, l'Espagne. C'est comme pour l'armement et la défense. Il y a eu pendant longtemps une préférence américaine, il faut dire ce qui est pour ces sujets-là. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le risque de se retrouver coiffé au poteau par les acteurs américains? On a cette caractéristique qui est qu'on est l'acteur européen. On est l'alternative européenne avec une gouvernance qui est solide et qui intéresse beaucoup de pays, d'ailleurs pas seulement des pays européens. Par exemple, on a des discussions très intéressantes avec le Canada. Je devrais même vous parler du Groenland, Groenland qui était un client avec lequel on vient de signer un contrat important avec l'entreprise TUSAS. Et sur les entreprises, on parlait du transport aérien, compagnies aériennes donc, qui sont équipées aussi qui font appel à vos services, notamment des compagnies, je reviens, aériennes américaines. Oui, alors on a deux grandes compagnies aériennes américaines qui équipent leurs avions, pas seulement d'ailleurs dans l'aviation commerciale, mais aussi dans l'aviation d'affaires. On a, à l'heure où on parle, plus de 200 avions qui sont équipés du service OneWeb. On en a 1200 signés qui vont être équipés dans les mois qui viennent. Ça prend un peu de temps parce que pour qu'une compagnie aérienne équipe un avion, il faut qu'elle arrête son avion. Donc vous imaginez, c'est assez coûteux. Donc il y a des plannings pour ça. Et c'est un segment sur lequel on fait vraiment beaucoup de business en forte croissance. Et on est surtout très heureux de voir que le service est très apprécié. Moi, je l'ai essayé cet été. J'ai une compagnie de private jet qui me dit faut que j'aille plus vite parce que mes clients ne veulent plus qu'utiliser ces 10 avions que j'ai équipés. Ils veulent absolument cet avion parce que Internet marche à bord. Donc, moi, j'ai essayé cet été, ça ramait un peu, mais je ne dis pas que c'était vous. Je ne pense pas que c'était nous parce que pour l'avoir essayé dans un avion commercial, c'est très impressionnant. Justement, comment vous ferez pour transformer votre constellation en orbite basse en une cash machine? Comment vous faites concrètement? Écoutez, c'est comme ça l'objectif. On continue à faire de la croissance de revenus, à signer des clients. Le business model est assez simple à comprendre. En fait, les coûts sont des coûts fixes. Les satellites sont là, ils volent, nos 650 satellites.
très vite, vous avez raison, mais ils sont tous là. Oui, c'est vrai, en 2 heures pour faire le tour de la Terre. Oui, c'est ça, parce qu'à une orbite de 1200 km, en fait, la vitesse de rotation du satellite, elle fait le tour de la Terre en 1h50, très précisément. Ça va très très vite. Donc c'est un peu comme des antennes mobiles, vous voyez, qui sont en l'air et qui tournent, c'est une technologie extraordinaire. Mais je vais répondre à votre question. On a aussi, bien sûr, pour faire fonctionner ce système, on a 41 champs d'antennes sur la planète. Un champ d'antenne, c'est 8 à 12 antennes qui suivent chacun de ces satellites quand ils passent au-dessus de leur tête, qui permettent de rendre le service de télécommunication aux clients. Ces 41 champs d'antennes sont interconnectés par un énorme backbone fibre mondial. Donc, ces coûts-là, ils sont là. Les équipes qui opèrent, on a des équipes extraordinaires chez Eutelsat, 1600 personnes. Au passage, je les salue, plus de 70% d'ingénieurs, des équipes merveilleuses qui pilotent toute cette technologie. Donc, les coûts sont là, chaque euro de chiffre d'affaires supplémentaire, chaque contrat supplémentaire qu'on signe va directement dans la bottom line, dans l'EBITDA et dans le cash. Et donc en faisant croître ces revenus-là, on va générer du cash et bien sûr rentabiliser les investissements donc vous êtes qu'on est en train de faire. Vous êtes confiant. Évidemment, très confiant. Même si effectivement on voit que le match est plié, mais le match va être difficile. Oui, mais le secteur est en forte croissance, la demande est forte. Et on a ce positionnement unique de souveraineté qui est vraiment un atout pour nous. C'est vrai. L'État français restera le premier actionnaire à l'issue de cette opération, 30%, c'est ça, du capital, puis après vous avez donné les autres actionnaires, un flottant de 29%. C'est suffisant ou pas pour assurer la liquidité du titre, sachant que sur le CAC 40, le flottant c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Oui, alors c'est un flottant qui est déjà important. Il faut quand même dire, d'ailleurs j'en profite pour dire à nos auditeurs ou nos téléspectateurs qui sont là et qui ont des actions que, bon, on a fait cette proposition, vous avez fait cette proposition, quand vous avez des actions Eutelsat, vous pouvez les transformer en actions supplémentaires à prix très intéressant. Donc quand vous avez 11 actions Eutelsat, vous pouvez en acheter 8 à 1,35 €. C'est maintenant. C'est maintenant et c'est jusqu'au 9 décembre, le mardi prochain. Donc il faut le dire parce que le temps passe vite. Et donc c'est maintenant, ce week-end, qu'il faut concrétiser ça. Votre banque, Boursorama a dû vous envoyer un courrier quand vous détenez des actions Eutelsat. Donc c'est le moment d'utiliser cette opportunité de renforcer. Et à ceux qui ne sont pas actionnaires d'Eutelsat, vous leur dites quoi? Alors ceux qui ne sont pas actionnaires d'Eutelsat, ils peuvent aussi acheter des droits. Alors ils peuvent acheter des actions Eutelsat tout d'abord, et ils peuvent aussi acheter des droits parce que le droit de pouvoir acheter ces actions est aussi coté. Alors sous le nom EUT sur Boursorama, vous pouvez aller le chercher, vous pouvez en acheter pour acheter des actions supplémentaires avec ce droit. Le droit il cote à peu près 60 centimes et avec 60 centimes vous pouvez acheter une action à 1,35 €. Voilà. Après, je mets à la place de ceux qui nous regardent, qui se disent tiens, l'action elle donne quoi? J'ai regardé, c'est que sur 10 ans l'action a perdu 90% de sa valeur. Comment on embarque des gens quand on voit ça? Oui, alors force est de constater que l'Eutelsat d'avant était une entreprise différente. Voilà, Eutelsat avant, c'était du satellite géostationnaire à 36 000 km, qui était certes très rentable, qui délivrait un dividende important, mais qui était en décroissance. Parce que vous le comprenez bien, les services vidéo historiques, ils sont en décroissance structurelle. De moins en moins de foyers regardent la télévision en utilisant une antenne satellite. C'était l'antenne Canal+, que j'avais à l'époque où j'étais jeune chez mes parents pour regarder Canal avec le décodeur. Maintenant en France, beaucoup d'entre nous regardent sur votre émission sur un smartphone ou à la maison sur la fibre. J'ai fait 30 ans de carrière dans différents pays d'Europe pour Orange, je sais de quoi je parle. Donc les réseaux fibres se sont développés. Donc ce business-là, il est en décroissance. On a cette chance Eutelsat, c'est qu'on est présent dans d'autres géographies que les géographies européennes. On est présent beaucoup en Afrique, beaucoup dans les pays du Golfe par exemple, les pays d'Amérique latine, où cette tendance elle va prendre un peu plus de temps parce qu'il y a encore beaucoup d'antennes qui regardent la vidéo. Mais ce business-là, c'est un business qui est en décroissance structurelle. Donc en fait, cette entreprise, l'Eutelsat d'avant, était en décroissance structurelle. D'où le fait qu'on ait acheté cette constellation basse orbite. Alors cette constellation basse orbite, elle est merveilleuse parce qu'elle génère de la croissance, mais c'est une espèce de grosse start-up qu'on a rachetée, technologique extraordinaire, forte croissance. Voilà, mais il faut qu'on la nourrisse, d'où cette levée de capital, d'où cette levée de fonds qu'on va faire, et c'est la planche de croissance de Telsat. D'autres levées de fonds qu'on prévoit, c'est d'avoir des revenus en croissance à l'horizon de 2029 et 2030 et d'avoir une marge croissance de combien d'ailleurs? En croissance, on est à 1,2 milliard de chiffre d'affaires. On a dit qu'on ferait entre 1,5 et 1,7
milliards de chiffre d'affaires. Voilà. Donc vous voyez la croissance assez importante qu'on attend. Quel niveau de rentabilité ? Y compris sur la rentabilité, on est à 54% de rentabilité. De marge d'EBITDA. On va atteindre à peu près, oui. Waouh, c'est énorme. Oui, c'est énorme. C'est lié au fait que, ce que je vous disais avant, les satellites géostationnaires et ce business qui reste important, qui fait 80% de... Mais ce milliard et demi, il faudra lever encore d'autres fonds, d'autres capital non, dans l'année prochaine ou on a réalisé cette augmentation de capital pour être prêt à être financé et à financer cette croissance jusqu'à l'arrivée du fameux projet Iris Carré qui sera le futur de notre constellation. Et là, qui paiera l'addition ? Ah bah nous aussi, puisque donc on a. Oui, donc vous êtes tranquille jusqu'en 2030. Avec notre business jusqu'en 2030 et au-delà. Bon, j'ai vu hier, j'ai pas compris, Eutelsat, alors l'action a perdu 6% hier, mais elle a repris autant aujourd'hui, qui est sorti, c'est SoftBank qui est sorti, qui a divisé par 2 sa participation dans Eutelsat. Est-ce que vous avez été surpris ? Parce que le timing est quand même pas top. On n'a pas été surpris. Le signal envoyé est quand même pas génial. Alors, en fait, SoftBank, c'est le premier investisseur en 2015 dans la constellation. Voilà. Cette constellation a eu toute une histoire et SoftBank est devenu un investisseur qu'on appelle dormant. Voilà. Et ils ont hier non pas réduit leur participation, mais ils ont pris l'opportunité de vendre un certain nombre de ces droits, dont je parlais tout à l'heure, pour racheter autant d'actions avec la vente de droits. Donc en fait, ils ont plutôt augmenter un petit peu leur participation. Ce sera un actionnaire qui restera avec une participation de 5%, on estime, suite à l'opération qui a eu lieu hier et qui, c'est vrai, a un peu pesé sur le marché. Mais si vous regardez le cours de l'action aujourd'hui, il se redresse bien. Le cours du DPS est à plus 22%. Donc voilà. Ça, donc confiant, même si le match face aux Américains, on l'a dit, vous êtes confiant pour l'avenir, avec cet argent qui va être levé, exactement, de pouvoir délivrer. Confiant parce qu'on a une équipe extraordinaire et qu'on se bat et que voilà, on est le champion européen des satellites au début. Toutes les questions de souveraineté qui vont avec. Voilà. Allez, merci beaucoup. Entretien avec Jean-François Fallacher, directeur général d'Eutelsat, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci.